Alors justement, puisque vous parlez de Crémieux, on en vient à présent au Senatus Consulte du 14 juillet 1865 qui a précédé justement le décret Crémieux. Et pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ce terme, sachez qu'un Senatus Consulte est un texte émanant du Sénat ayant force de loi sous le consulat français et les deux empires napoléoniens. Guy, qu'est-ce que disait justement ce texte, ce Senatus Consulte? Comment il a été compris par la population en Algérie? Et puis, est-ce qu'il a été suivi? Ce Senatus Consulte a été pris en 1865 après une visite de Napoléon III en 1860 en Algérie où il avait rencontré un certain nombre de délégations de juifs. Il faut dire que les élites de la communauté juive en Algérie étaient favorables à l'accession à la citoyenneté française et incitaient fortement les Juifs à envoyer des lettres finalement aux autorités françaises pour leur demander de leur donner ce statut. Et finalement, on a choisi de mettre en place un Senatus avec un Senatus Consulte, d'offrir la possibilité aux Juifs et aux musulmans de devenir français. Il y avait deux conditions pour être français qui leur étaient posées. C'était premièrement de faire la demande, ne pas rester passif, elle ne leur serait pas accordée spontanément, et d'autre part d'abandonner leur statut personnel qui était régi par la loi islamique ou la loi juive. Il faut dire que le résultat a été très en dessous des espérances des autorités françaises parce que du côté des Juifs, il y a eu à peu près 144 Juifs qui ont obtenu la citoyenneté française, et encore sur ces 144, il y en avait peut-être la moitié qui venaient de Tunisie ou du Maroc. La raison, c'est que tout simplement, en demandant cette nationalité française, juifs ou arabes, ils avaient l'impression d'apostasier et de rejeter finalement leurs traditions et leurs propres lois. Et bien entendu, les autorités religieuses, les imams comme les rabbins, ont déconseillé très vivement de faire la démarche. Guy, à présent, on va parler du décret Crémieux. En 1870, sur l'initiative d'Adolphe Crémieux, alors ministre de la Justice du gouvernement de la Défense nationale, chargé des affaires algériennes et président de la délégation du gouvernement provisoire, siégeant à Tours, 6 décrets réglementant la vie en Algérie furent alors pris par la délégation le 24 octobre 1870. Tout d'abord, le décret 136 qui déclare citoyens français les Israélites indigènes d'Algérie, le décret 137 sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Alors j'aurais 3 questions. Pourquoi le gouvernement siégeait à Tours, tout d'abord? Est-ce qu'il était légitime? Et d'après vous, Guy, au moment de sa parution, combien de Juifs pouvaient bénéficier du décret Crémieux? Merci pour toutes ces questions, Alexandre. Je vais essayer d'y répondre de façon méthodique et repartir de ce Senatus Consulte de 1865, qui a été un relatif échec pour le gouvernement de Napoléon III. Et ce gouvernement a essayé d'en tirer les conséquences, et notamment le dernier chef de ce gouvernement de l'Empire, Émile Ollivier, soumit un décret de naturalisation collective des Juifs impliquant l'abandon du statut personnel. Et il envisageait dans ce décret de laisser un délai d'1 an aux Juifs pour le refuser à titre individuel. Ce à quoi Adolphe Crémieux a interpellé le Parlement en lui disant « Ne leur dites pas « Soyez français si vous le voulez », car volontairement, ils n'abandonneront pas la loi de Dieu. » Il fallait donc logiquement leur imposer la citoyenneté par la loi, sans leur donner la possibilité d'y renoncer au bout d'un certain délai.
Malheureusement, ce décret d'Émile Ollivier a dû être abandonné parce qu'il y a eu le conflit avec l'Allemagne qui s'est conclu par la défaite de la France et qui a été fatal au régime de Napoléon III. Napoléon III, qui a été interné, ça a entraîné une véritable révolution dans les rues de Paris. Et Napoléon III a été renversé, un gouvernement provisoire de la Défense nationale a été nommé avec Gambetta à sa tête. Ce gouvernement a résisté parce que Paris était encerclé par les forces ennemies et il a envoyé une délégation à Tours sous la direction d'Adolphe Crémieux et de quelques autres ministres pour assurer une certaine coordination avec la province. C'est à cette occasion d'ailleurs à Tours que ce gouvernement provisoire s'est installé et c'est là que Adolphe Crémieux a élaboré un certain nombre de décrets et que lorsque Gambetta l'a rejoint, il y a immédiatement, on en a le témoignage, mais qu'attendez-vous, il faut les publier. Et ils ont été publiés en septembre 1870, en octobre, date de promulgation effective, 24 octobre 1870. Il y a eu un ensemble de décrets qui ont d'abord arrêté le gouvernement militaire qu'il y avait en Algérie, établi 3 départements dont je parlais tout à l'heure, centralisé les fonctions administratives entre les mains du gouverneur général civil, diviser le territoire des départements et du territoire militaire et organiser un comité consultatif et un conseil supérieur. Il y a eu également des mesures en matière de justice et de larges facilités accordées aux étrangers et aux musulmans désireux d'acquérir la citoyenneté française. De tous ces décrets qui furent signés par les ministres, seul celui qui accordait la naturalisation collective des Israélites reçut le nom de décret Crémieux. En voici le texte, parce que nous parlons depuis tout à l'heure du décret Crémieux, mais il faut quand même connaître le texte précis. Les Israélites indigènes des départements d'Algérie sont déclarés français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française. Tout droit acquis jusqu'à ce jour reste inviolable. C'est à Tours, le 24 octobre 1870. Par ce décret, les Juifs algériens étaient désormais des citoyens français. Au total, ce sont 34 574 Juifs qui devinrent citoyens français, soit d'après le recensement de 1866, 5% de la population non musulmane de l'Algérie. Alors, ce décret fut, et là je voudrais citer ce texte, ce décret fut l'une des grandes fiertés de Crémieux. Dans le bulletin de l'Alliance israélite universelle du 2e trimestre 1871, Crémieux écrivait. Et là, c'est tout à fait étonnant et révélateur de la personnalité de Crémieux. Et Crémieux écrivait « Dieu m'a donné cette joie ineffable de remettre dans mes mains le sort de 35 000 Israélites algériens qui sollicitaient le titre de citoyen français et à qui je l'ai donné. Je l'ai fait, et cela a été ma joie au milieu de toutes les douleurs qui m'ont accablé comme citoyen, comme homme, comme père, car aucune tristesse ne m'a été épargnée au cours de ces 2 dernières années. Mais 35 000 coreligionnaires de nos chers Israélites algériens sont par mon fait nos concitoyens, français comme nous. On ne m'enlèvera pas cette gloire, cette heureuse page de ma vie qui me lie à l'histoire de ce peuple juif dont l'émancipation complète est depuis plus d'un demi-siècle le rêve, l'idéal de mes pensées. Et je crois que ça révèle toute l'action d'un Adolphe Crémieux. Guy, est-ce que ça n'a pas engendré des frustrations, de la jalousie de la part des musulmans à l'époque ? Ça a entraîné, je dirais avec le temps, un certain nombre de frustrations. De toute façon, les musulmans ont été frustrés d'être colonisés
coloniser et d'accepter finalement des populations, des roumis, des gens qui étaient chrétiens ou qui étaient et que les Juifs finalement qui étaient sous leur botte avec le statut d'émis devenaient finalement même supérieurs puisqu'ils étaient égaux avec les colonisés français et ils avaient donc plus de droits. Ça a suscité bien entendu un certain nombre de frustrations. Mais je dois dire que ce problème a été fortement grossi par la suite, aussi bien par les musulmans que par les antisémites, parce qu'il y a des témoignages qui datent justement de ce moment-là, de 1871, où notamment à Constantine, les représentants du consistoire israélite ont demandé à plusieurs responsables religieux musulmans leur réaction à l'égard de ce décret. Et ils l'ont considéré comme quelque chose de normal. Je dois dire également que en 1871, après le décret Crémieux, il y a eu des révoltes chez les Berbères d'un certain Mokrani. Et ces révoltes, on les a mis sur le compte de ce décret Crémieux qui établissait finalement une inégalité entre les Juifs et les musulmans, et on reprochait à Crémieux de l'avoir fait. En fait, les enquêtes qui ont été effectuées par les autorités françaises montrent que cette révolte des Berbères était due d'abord au fait que l'armée française avait été renvoyée en métropole en raison de la guerre avec l'Allemagne, et que d'autre part, il y avait une volonté d'installer des commissariats dans le territoire qui était dirigé par Mokrani, alors qu'on lui avait assuré, semble-t-il auparavant, qu'il serait tout à fait indépendant. Il espérait que son territoire resterait d'une certaine manière autonome. À la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme en France est actif au sein de la population par son activisme et sa popularité, comme le prouve le nombre impressionnant et la virulence des publications antisémites, dont en particulier le pamphlet d'Édouard Drumont, La France juive 1886-1892 et son journal La Libre Parole. Guy, pour rappel, quelles sont les racines de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme en France, et est-ce que vous faites une différence entre ces deux termes ? Oui, bien évidemment. On distingue l'antijudaïsme de l'antisémitisme. L'antijudaïsme est d'origine religieuse. Il a particulièrement été développé par les chrétiens qui accusaient les juifs de déicide, puisqu'ils considéraient Jésus comme le Fils de Dieu. Et pendant des siècles et des siècles, je dirais, la lutte contre les Juifs était due justement à ce prétexte que les Juifs avaient méconnu celui qu'ils considéraient comme le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, et que les Juifs étaient donc dans l'erreur. L'antijudaïsme avait pour but précisément puisque les Juifs étaient dans l'erreur, ils devaient disparaître, c'est de hâter leur disparition. Et ensuite, s'est développée à l'égard des Juifs une hostilité qui ne prenait pas comme base finalement la religion, le religieux, mais prenait d'autres bases. Ça a été soit des causes politiques, soit des causes économiques, et puis même, vers la fin du XIXe siècle, des causes ethniques, raciales, les fameuses qui ont inspiré particulièrement Hitler. Guy, l'application du décret Crémieux engendra en Algérie des troubles anti-juifs. Un antisémitisme importé par les militaires, attisé par les colons, amplifié par le ressentiment de mise à l'écart des musulmans. Comment la communauté juive, nouvellement française, ressentait ce qui se passait autour d'elle et comment elle se comportait ? D'abord, il faut voir que dès l'adoption du décret Crémieux, les partisans de la droite extrême, qui redoutaient le poids électoral des Juifs, que ce poids électoral favorise la gauche républicaine qui montait en puissance tout au long des années 1870-1880. Parce que pendant cette période-là, les choses ont été relativement calmes. Le décret Crémieux
a été mise en œuvre. Il n'y avait pas de problème politique. Mais le problème est venu finalement d'un écart entre le parti politique qui est devenu de plus en plus ultra et extrême, surtout en Algérie, et qui a amené finalement, et les Juifs n'ont pas suivi bien entendu ces mouvements extrêmes et sont restés dans les partis modérés. Et comme ils représentaient un poids électoral significatif, bien évidemment, ils ont suscité une réaction brutale de la part de l'extrême droite. Et cette extrême droite s'est exprimée d'abord en 1884 par François Grégoire, qui a créé la Ligue socialiste anti-juive, dont le journal Le Radical algérien a servi de tribune à tous les antisémites d'Algérie. Et puis en 1897, il y a eu des attaques violentes, des pogroms même, qui ont éclaté à Tlemcen, à Mostaganem. La crise antisémite a culminé à Oran avec de terribles émeutes en mai 1897 et s'est accompagnée de persécutions diverses. Alors que l'affaire Dreyfus éclate en France, à Alger, des émeutes européennes demandent avec violence l'abrogation du décret Crémieux au nom du peuple en fureur. En 1898, Édouard Drummond, célèbre dirigeant antisémite et auteur de la France juive, est élu député d'Alger. Au même moment, Max Régis, directeur de la Ligue anti-juive, est élu maire d'Alger à l'âge de 25 ans. Des Juifs sont molestés, il y a même eu un mort dans le quartier juif et des synagogues saccagées. Il est heureux que dans ce climat délétère, tant en métropole qu'en Algérie, le gouvernement ne cédait en rien aux exigences des ligues antisémites et radicaux anti-juifs. D'abroger le décret Crémieux, bien sûr. Malgré tout, un an après, un angle du décret Crémieux est enfoncé. Guy Lévy, c'était le décret Lambrecht. Parlez-nous-en. Oui, il y a eu le ministre de l'Intérieur, Félix Lambrecht, qui, soutenu par des mouvements antisémites, a présenté une demande d'abrogation du décret Crémieux. La motion qu'il a présentée au Parlement était absolument scandaleuse, était un tissu de mensonges que Crémieux, d'ailleurs, lorsqu'on lit les débats de l'Assemblée à ce moment-là, Crémieux, mot par mot, phrase par phrase, assertion par assertion, les a littéralement démolis et preuve à l'appui. Au point que finalement, cette demande d'abrogation du décret Crémieux s'est terminée par un simple amendement qu'on appelle l'amendement Lambrecht, qui disait que le décret Crémieux restait en place, mais simplement ceux qui n'étaient pas en Algérie en 1830 ne pouvaient pas bénéficier du décret Crémieux qui est arrivé en 1870. C'était pour dire que l'immigration éventuellement de nouveaux juifs pendant cette période ne pouvait pas être prise en compte. Bon, ça a limité de toute façon les juifs qui avaient les 35 000 juifs et leurs descendants devenaient juifs naturellement, et c'est eux qui ont constitué véritablement la population française juive à ce moment-là. L'affaire Dreyfus occupera une place centrale dans l'histoire des Juifs d'Algérie, dans la mesure où elle a fortement nourri leur attachement à la République, alors que des anti-dreyfusards étaient très nombreux en Algérie lors de l'affaire, bien plus qu'en métropole. Pendant la dernière guerre, le décret Crémieux est abrogé, le 7 octobre 1940. Les troupes alliées débarquent en Algérie le 8 novembre 1942. Ce n'est cependant que le 21 octobre 1943 que le décret Crémieux est rétabli. En terminant cette émission, une réflexion, non plutôt une interrogation me vient à l'esprit. Que serait-il advenu de la communauté juive d'Algérie en 1962 si, 92 ans auparavant, le 24 octobre 1870, Adolphe Crémieux n'avait pas promulgué le décret 136 qui déclarait citoyens français les Israélites indigènes d'Algérie. Merci à Guy de m'avoir accompagné tout au long de ces 3 émissions spéciales qui font la part belle à un grand homme. Guy, peut-être un dernier mot ? Oui.
pour répondre un petit peu à ton interrogation, pour savoir ce qu'il serait advenu des Juifs d'Algérie s'ils n'étaient pas devenus français par le décret Crémieux, il suffit de regarder ce qu'il est advenu des Juifs dans les autres pays arabes après leur indépendance. Mais pour rester dans la réalité, dans l'histoire que nous avons vécue et que nous vivons, je dirais que si l'indépendance de l'Algérie a entraîné un exode massif de la quasi-totalité des Français d'Algérie, juifs ou non, c'est parce que l'Algérie indépendante a fait le choix de fonder le nouvel État sur les principes de l'islam et d'écarter de l'exercice d'une pleine nationalité tous les habitants qui ne se déclareraient pas musulmans. On pourrait croire qu'avec le départ des Juifs d'Algérie, le décret Crémieux a perdu tout son intérêt. Eh bien, pas tout à fait. Car le pouvoir algérien, pour justifier son choix sectaire d'avoir écarté les Juifs, dont la présence remonte à plus de 3000 ans, déclare que cette décision était fondée sur le fait que les Juifs, en acceptant de devenir français, avaient choisi de pactiser avec le colonisateur français, et donc qu'ils devaient s'en aller avec les autres Français. Bien entendu, le pouvoir algérien ne mentionne pas que le choix des Juifs s'expliquait avant tout par le fait que la dimitude était toujours douloureusement présente dans la mémoire des Juifs, ni ne mentionne que l'Algérie, qui a choisi de s'inscrire dans le camp des pays arabo-musulmans, manifestait sa haine à l'égard de l'État d'Israël, nouvellement créé en 1948, et bien sûr à l'égard des Juifs du monde entier, ce qui, dès lors, n'a pas laissé beaucoup de choix aux Juifs. Pour conclure, sur Isaac Jacob Adolphe Crémieux, je dirais personnellement que l'homme était immense, brillant, intelligent, courageux, et qu'il était animé d'une grandeur d'âme que je qualifierais de juive, qui mérite tout notre respect.